Okay, you ready? Yo, you ready? Yeah, you're ready. Sound good now. Coucou les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que là, maintenant, tout de suite, on va parler de The Last Ronin. The Last Ronin, c'est un comics qui est sorti fin 2020 aux États-Unis et qui sort en France aujourd'hui. Ça a été traduit en français, c'est pour ça que je suis super content de vous parler de cet arc narratif parce que c'est un de mes arcs narratifs préférés des Tortues Ninja. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis un grand fan des tortues. Ce qui est super, là où j'étais super content, c'est que cet arc narratif, il a été écrit par Peter Laird et Kevin Eastman, les créateurs des Tortues Ninja. Ça fait d'ailleurs plusieurs années que les deux étaient en conflit. Et donc j'étais super content d'avoir un nouveau récit des deux créateurs des Tortues. Et pour le coup, celui-ci, il est vraiment super parce qu'on a vraiment un récit qui est beaucoup plus sérieux, très adulte, très torturé. Ce que finalement était le comics de base dans les Tortues Ninja. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup l'image des tortues associée au dessin animé de 1987. Alors que en réalité, les histoires sont beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus violentes. Mais on y reviendra un peu plus tard. L'histoire se déroule dans un futur apocalyptique. Il faut compter une vingtaine d'années après les événements classiques des tortues tels que vous les avez connus. Le clan Hamato, donc le clan de Splinter, a totalement disparu. C'est le clan des Foot du coup qui règne là sur la ville de New York. On y retrouve le nouveau chef du clan Hamato Hiroto, qui est le fils de Karai, donc le petit-fils de Shredder. Et Michelangelo, le seul survivant du clan Hamato. Splinter est mort. Donatello, Leonardo, Raphaël est mort. April a disparu, Casey Jones est mort. L'histoire, elle nous fait rentrer tout de suite dans ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Michelangelo, le seul survivant du clan Hamato, qui se sent responsable de la mort de ses frères, de la mort de son père, qui se demande d'ailleurs pourquoi lui est encore en vie, pourquoi il mérite lui. On rentre typiquement dans cet esprit torturé. Torturé. D'ailleurs, le choix de Michelangelo, c'est super intéressant de la part des auteurs parce que chaque tortue a son trait de caractère. Donatello, c'est l'intello. Leonardo, c'est le sage. Raphaël, c'est le rebelle. Et Michelangelo, c'est le farceur, l'enfant, l'immature, le blagueur, le gourmand aussi. Et du coup, d'avoir fait le choix de porter ce récit, de porter le poids sur les épaules de Michelangelo, c'était un choix absolument grandiose. Et même en aspect physique, moi j'adore le car design de Michelangelo dans The Last Ronin. Tout habillé, cagoule, le bandana orange c'est fini, on a un joli bandana noir. Il porte les armes de ses frères, il a le bow de Donatello, il a les sailles de Raphaël, il a le katana cassé de Leonardo. Bon, évidemment, il a toujours ses nunchakus. Et puis même en termes de corpulence, enfin le gars, il est mastoc de dingue. Et puis, pour vous rappeler, dans l'histoire des tortues, les tortues, c'est des ados, elles ont 15 ans. Et là, on arbore un personnage de 40 ans. Donc, je vous disais, on rentre tout de suite dans le syndrome du survivant. Donc, Michelangelo, il est tourmenté par les souvenirs. Il est même tourmenté par les fantômes de ses frères. Il se voit discuter avec ses frères. Même quand il élabore ses stratégies de combat ou d'infiltration, on le voit dans sa tanière et on entend ses frères discuter autour de lui. Et il se projette sur qu'est-ce qu'ils auraient pu lui dire, lui conseiller. Et puis, on voit qu'il y a toujours un côté rabaissant. C'est-à-dire que ses projections, les voix qu'il entend dans sa tête, elles ne l'encouragent pas. Au contraire, elles l'accablent. D'ailleurs, Michelangelo va subir une défaite contre le clan des Foot. Donc ça, c'est au début de l'histoire. Il va se retrouver dans les égouts ensanglantés, enfin vraiment très mal en point. Et il va avoir envie d'en finir. Donc il va même prendre le katana de son frère Léo, il va se le mettre devant le torse et prêt à se transpercer le corps. On entend une voix et là c'est le trou noir, Michelangelo s'évanouit et on voit une jeune adolescente qui part au secours de Michelangelo. Suite à ça, Michelangelo du coup se réveille dans ce qui semble être son ancien repère des égouts et on retrouve April. April, donc qui est une femme vieillissante, fatiguée et puis amputée d'un bras, amputée d'une jambe, donc bon, on voit qu'elle aussi, elle doit avoir un background depuis cet apocalypse qui a l'air intéressant. Et bon, là, c'est super touchant parce que c'est les retrouvailles d'une famille. Hein. Il faut savoir que dans les... Je vous fais juste une petite précision.
dans les comics, April O'Neil, c'est pas une reporter, c'est une scientifique. Donc je vous disais, du coup, les deux se retrouvent et c'est une famille qui se retrouve. Et puis, April, dans l'histoire des Tortues Ninja, il faut savoir qu'elle a ce côté très maternel, avec très protectrice. Parce que les tortues, elles ont grandi qu'avec Splinter, donc leur père de substitution. Et April, ça a été quasiment leur mère de substitution. Et on retrouve tout de suite ce trait de caractère au moment des retrouvailles avec Mickey. Puis d'ailleurs, je parle de maternité, mais c'est là où ça va être intéressant. On va retrouver la jeune ado qui a secouru Mickey. Et là, elle va donner son nom. Je m'appelle Casey Mary Jones. Donc, on comprend que c'est la fille de Casey Jones et de April. D'ailleurs, c'est raconté dans l'histoire que Casey Jones et April s'étaient mariés. Donc, dans un premier temps, Mickey découvre du coup que April O'Neil, de son côté, elle continue la bataille, qu'elle élabore des stratégies et qu'elle fait aussi des recherches parce que elle constate en fait justement que la mutation de Mickey a évolué parce qu'il guérit plus vite. Comme je vous le disais, il a même une corpulence plus imposante. Et puis là, dans ce comics, il est d'une violence, Mickey, incroyable. Et du coup, c'est expliqué en fait par l'évolution de sa mutation. Et en plus de ça, ce qu'on va découvrir plus tard dans l'histoire, c'est que la fille d'April, donc Casey Mary, a aussi des gènes mutants, parce que April et Casey étant énormément en contact avec le mutagène par leur relation avec les tortues et avec Splinter, ont sûrement été un peu irradiés, on va dire, par le gène mutant, et du coup l'ont retransmis à sa fille. C'est pour ça aussi qu'elle a besoin de Mickey quelque part, c'est pour pouvoir continuer ses recherches autour de la mutation et comprendre un peu comment évolue sa fille. Donc les retrouvailles entre April et Michelangelo, elles sont à la fois émouvantes, mais elles sont à la fois pas simples, parce que Mickey est devenu très solitaire. Et c'est marrant pour une fratrie de 4 où l'un avait besoin de l'autre systématiquement. Lui, il est vraiment aujourd'hui dans un état d'esprit où non seulement il a besoin d'être seul, de faire ça tout seul, mais c'est presque comme une punition pour lui. C'est j'ai causé... J'ai causé. C'est pas lui qui l'a causé, mais il se sent responsable. Encore une fois, syndrome du survivant. Donc, il se dit, c'est mon fardeau, c'est ma punition et je dois œuvrer seul. Et donc, il veut surtout pas qu'on l'aide. Surtout quand il voit l'état de April. Et pareil, il veut pas emmener Casey Mary avec lui parce que c'est une ado. D'ailleurs, April aime bien lui rappeler que lui aussi c'était un ado quand il combattait le clan des foot, quand il combattait Shredder. Et c'est pour ça que le compromis finalement il se tend vachement. Donc les retrouvailles elles sont pesantes aussi pour les deux. Parce que Mickey a du mal à parler de ce qui s'est passé, il n'a pas envie d'y penser, il n'a pas envie de se souvenir. Mais évidemment il va être amené à expliquer les conditions dans lesquelles ses frères, Splinter et Casey sont morts. Et effectivement, April lui confirmera que c'était pas de sa faute. Donc suite à moult négociations, explications, retrouvailles, un compromis est trouvé et Mickey décide de prendre Casey Mary comme élève et de devenir son sensei. Là c'est pareil, Michelangelo sensei, c'est dingue. C'est dingue. Moi, vraiment, une histoire comme The Last Ronin, en fait, je vais vous dire la vérité. Pendant longtemps, avant de lire le comics, je pensais que c'était Leonardo qui était le dernier Ronin. Et en fait, quand j'ai appris que c'était Michelangelo, c'était une grande surprise. Et encore une fois, je sais que je l'ai dit, mais je trouve que c'était une super bonne idée de choisir Michelangelo. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais un Ronin, dans la culture japonaise, en fait, c'est un ninja qui n'a pas de sensei et qui n'a pas d'élève, qui est seul. C'est un mercenaire seul, voilà. Voilà pourquoi le titre The Last Ronin. Et Mickey, c'est exactement ce qu'il est, parce que c'est le seul survivant de son clan. Plusieurs années s'écoulent, la nouvelle rébellion est formée, donc composée de April, de Michelangelo et de Casey Mary. Donc on va avoir toute l'infiltration. Bon, là après, l'histoire, ça rentre un petit peu sur du basique, quoi. C'est, on combat les méchants, on rentre dans les labos, dans les trucs technologiques pour les faire exploser. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'armée de Hiroto, donc le petit-fils de Shredder,
c'est beaucoup de robots parce que en fait on se rend compte qu'il travaille toujours avec Baxter Stockman et Baxter Stockman qui est devenu une espèce d'humanoïde mi-homme mi-robot et donc qui a fait toute une armée de clans de foot et c'est devenu vraiment une milice en fait dans les rues de New York. Donc du coup il décide de partir les combattre, il décide d'infiltrer parce qu'il est temps d'affronter Hiroto et ce qui est fou c'est que la psychologie de Hiroto elle est juste dingue. Parce que, en fait, au début de l'histoire, on constate qu'il a gardé Karai, donc sa mère, la fille de Shredder, dans une espèce de caisson à oxygène où il la maintient en vie, en état de coma artificiel, je sais pas. Et le long du comics, il va le dire, oui, je vais réussir là où grand-père a échoué, tu seras fier de moi, etc. Et à un moment, on a une scène où justement, il se retrouve face à Michelangelo. On a le caisson de Karai, donc Mickey il est assez étonné de voir Karai allongé dans ce caisson. Et puis d'un coup il dit ouais moi j'en ai rien à foutre de ma mère, elle m'a pas élevé, elle m'a torturé pour que je sois un combattant et tout. Et puis paf, il explose le caisson. T'as envie de dire pourquoi? Pourquoi t'as gardé ta mère en vie? Tu l'as maintenue des années et des années pour faire ça. Et là Hiroto arbore une armure un peu comme le T-1000 dans Terminator 2, donc du métal liquide donc qui s'imprègne de tout son corps et qui vient avoir vraiment la forme de l'armure emblématique de Shredder. Et là s'ensuit un combat à mort entre Michelangelo et Hiroto. D'ailleurs Hiroto a plutôt le dessus sur Mickey. Et puis il essaye un peu de trouver le point faible et de comprendre de quelle manière il peut contourner cette armure liquide qui s'arrête à chaque fois qu'il essaye de le toucher. Donc le combat est assez impressionnant. Et puis évidemment, vous vous en doutez, après moult plantage de sabre, plantage de saille, etc., Mickey finit par avoir Hiroto, mais lui très blessé et très fatigué. Et April et Casey vont le retrouver. Et là, il va pouvoir leur laisser un dernier mot et puis il va succomber à ses blessures dans les bras de April et Casey. Ah, je vous cache pas que... Voilà. Là, je me dis, on termine sur un récit, il n'y a plus de Splinter, il n'y a plus de Tortue, il reste plus que April et Casey. Et voilà, le comics s'achève là-dessus. Mon avis sur The Last Ronin. J'ai adoré cette histoire. Et moi, vous savez, c'est ma grande frustration avec les Tortues Ninja. C'est que les histoires les plus intéressantes, les plus sérieuses et les plus palpitantes, elles sont dans les comics. Alors attention, j'adore le premier et le deuxième film de 90. C'est les deux meilleurs films Tortues Ninja. Ce qui s'est fait après, je vais l'évoquer, mais ce qui s'est fait après était pas dingue. Et c'est vrai que c'est ce que je vous disais, on a beaucoup l'image sur les tortues basée sur le dessin animé de 87, qui était alors très sympa quand j'étais petit, mais c'est un dessin animé qui est très édulcoré. Et c'est vrai que toutes les adaptations qu'on a pu faire après des Tortues Ninja, c'était que ça, c'était que de l'édulcoré, c'était très, très infantile et pas à la hauteur, je dirais, de ce que les histoires de comics raconte. Il faut pas oublier que l'histoire des Tortues Ninja, c'est quand même l'histoire de 4 mutants, 4 frères, qui ont grandi avec un père, obligés de se cacher dans les égouts, parce que par leur différence, ils ne peuvent pas vivre à la surface, auprès des autres humains, qui d'ailleurs sont persuadés qu'ils les accepteront pas. Enfin, on parle quand même de différence, d'acceptation, on est sur de la xénophobie, très clairement. On a quand même 4 êtres humanoïdes, alors évidemment, la base de la xénophobie, c'est avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Autant vous dire que si vous, demain, vous êtes nez à nez avec une tortue géante et un rat géant, bien sûr que vous aurez la trouille, et c'est normal. C'est pour ça que c'est amené subtilement, parce que ils ont dû accepter le fait qu'ils peuvent pas vivre à l'extérieur. Et à côté de ça, ils passent leur temps à sauver tout le monde. Et dans les comics, c'est raconté de manière vraiment beaucoup plus, justement, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus confrontée. Surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est des ados. L'adolescence, c'est quand même la période de la vie la plus compliquée, je dirais, émotionnellement, parce que on est dans une période d'acceptation où justement on a un besoin d'appartenance, que ce soit auprès de notre famille, auprès de nos amis, auprès d'un groupe de personnes. On a besoin de se comprendre, de s'identifier.
et être obligé de vivre reclus en ayant pour principe que tous les autres vont nous rejeter, c'est hyper complexe. On peut pas juste l'édulcorer avec un petit peu d'humour, parce que le fait que c'est des tortues et que c'est incroyable de voir des tortues qui font du ninja. Une autre complexité dans le récit de ce genre de personnage, c'est que tu ne peux pas développer même de romance. C'est-à-dire que tu es obligé de développer les arcs narratifs autour de leur relation de frangin, ou même de la relation avec leur père, voire leur relation, je dirais, maternelle avec April, parce que tu peux pas rentrer dans une espèce de romance, tu peux pas développer ça. Parce que les tortues, elles peuvent pas être attirées par des humains, comme les humains ne peuvent pas être attirés par les tortues. Moralement, je pense que ça poserait question si quelqu'un voulait adapter ce genre d'histoire dans les tortues. C'est pas possible. Il y a une série qui a essayé de le faire, c'était Tortue Ninja Nouvelle Génération. C'était une série en live action de 97. C'était une catastrophe, hein, cette série. Je vous conseille de ne pas la regarder. Ils ont essayé justement d'incorporer une tortue féminine, mais c'est pareil, ils ont cassé le truc sous le pied parce qu'ils ont fait d'elle une sœur. Donc tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc c'était mal amené, c'était une très mauvaise idée. Mais là où je voulais en venir, c'est que scénaristiquement parlant, tu ne peux pas développer autre chose que leur relation de frères. C'est pour ça que dans The Last Ronin, j'ai adoré justement le côté torturé de Mickey, parce que même quand tu fais la rencontre de Casey Mary, tu vas pas développer une romance, mais tu vas développer plutôt un lien de père-fille. Et ça, tu peux le développer. Et là, ça a été malin de l'amener dans ce sens-là. Et moi, j'adorais vraiment voir Michelangelo dans ce rôle-là. Pour conclure, The Last Ronin, c'est typiquement une histoire il faudrait l'adapter. Tu vois, tu peux en faire soit une mini-série, soit en faire un film, mais c'est quelque chose qu'il faut adapter. Et puis, je vais vous dire, ça, c'est un de mes fantasmes avec les Tortues Ninja, c'est d'avoir un vrai projet live action. Alors, que ce soit une série ou que ce soit un film, mais je suis convaincu qu'on pourrait développer quelque chose de beaucoup plus torturé et beaucoup plus sérieux. Si vous avez l'occasion, il y a une série de comics, les derniers qui sont sortis récemment, où l'histoire elle est beaucoup plus dramatique. On a vraiment une histoire néo-japonaise, etc. Et moi, j'adorerais en fait qu'on fasse un projet presque, tu sais, qui tourne autour du point de vue de Splinter, où tu développes justement une vraie évolution de personnage, un vrai côté torturé et compliqué, et je suis sûr qu'il y aura un film à se faire. Et moi, ça avait été ma grande déception sur les films de 2014, parce que quand ils avaient annoncé une nouvelle réadaptation live des Tortues Ninja, ils avaient dit que ce serait une version plus violente, plus sérieuse, plus approchante des comics de base. Et finalement, ils avaient rétropédalé. Alors après, ils partaient un peu en couille, hein, parce qu'ils étaient partis dans l'idée de leur donner une origine extraterrestre. Et puis finalement, ils ont rétropédalé parce que les gens ont râlé. Bon, ils ont quand même mis une petite subtilité, ils ont donné une origine extraterrestre au fluide mutagène. Mais bon, ça, à la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais et finalement, ils ont rétropédalé, tu vois, et ils n'ont pas apporté un projet sérieux, et on est reparti dans un film un peu comédie-action, et j'étais vraiment déçu de ça. Bon, je passe outre sur ce film. Je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo sur ce film pour vous expliquer un petit peu plus ce que j'en pense. Mais voilà, moi c'est vrai que quand je lis un comic comme The Last Ronin que j'ai adoré, c'est toujours ma frustration de me dire pourquoi ils n'adaptent pas ce genre d'histoire en live action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire des comics Tortues Ninja. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Ça m'aidera énormément à développer la chaîne et j'ai hâte de vous faire d'autres sujets comme ça. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis.